Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. C'est la fuite sur les réseaux sociaux de la correspondance du ministre secrétaire général de la présidence de la République au secrétaire général des services du Premier ministre qui permet d'apprendre la mise en place d'un programme spécial de reconstruction de la région de l'extrême nord. Le président de la République instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre des dispositions urgentes et nécessaires à la mise en place de ce programme. Véritable bouffée d'oxygène pour les populations de cette région en proie depuis 2011 aux attaques des membres de la secte islamiste Boko Haram. Les parlementaires originaires de cette région s'offusqueront devant le ministre des Finances lors de ses passages devant les deux chambres de ce que les dégâts causés par la guerre contre Boko Haram n'aient pas été pris en compte dans le document de programmation économique et budgétaire pour la période 2021-2023. Pour le sénateur Alioum Aladi et le député Zondol RS, tout comme pour le mouvement 10 millions de nordistes, il fallait mettre urgemment un plan de reconstruction de l'extrême nord. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Extrême Nord, Cameroun, il faut également construire. Pour en parler, nous avons invité en plateau Vianney Keljon. Bonsoir Vianney. Bonsoir Serge. Voilà, vous êtes du parti Univers. Oui, effectivement. C'est la première, Univers. C'est la première. Soyez le bienvenu. Je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il est là, c'est un habitué, lui c'est un habitué. Didier Imkwa, bonsoir. Je suis déjà un meuble. Bonsoir. Bonsoir SAO, bonsoir aux panélistes. Si tu me permets, je vais pousser une guirlande et puis les destinataires se reconnaîtront dans ma guirlande. Il y a de cela 2 jours, j'ai fait un tour dans la vallée des Séquets. Oui. La société, la SMID, la société créée par la communauté humaine, est en train de faire des aménagements pour moderniser cette cuvette-là, cette vallée de Besseke. C'est quelque chose de bien, parce qu'il faut donner un autre visage à la ville de Douala. Mais ce que j'ai remarqué, je ne vois pas très bien le système de drainage des eaux. On a ravalé un certain nombre la pente derrière le collège Liberman, derrière l'ancien cité de la gare Régis Fercam, et puis on a gardé presque le même drain, un drain qui aujourd'hui emploie l'envasement et l'ensablement, et d'un côté même il y a un phénomène d'eutrophisation, ce qui veut dire que si rien n'est fait, tôt ou tard cette cuvette sera toujours inondée, la beauté sera inondée, et je ne voudrais pas que bien après que les gens viennent justifier la déraison par le fait qu'il y a des inondations aux États-Unis, à Paris, alors qu'on pouvait bien le corriger. Donc je suis alarmiste, c'est la casquette que je porte. Je crois que ceux-là qui m'écoutent, qui jouent le rôle d'huissier de constatation, prendront des décisions pour redimensionner le drain dont je parlais tout à l'heure. Ok. Si c'est Bamanga, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alain Otto et bonsoir comme ça à tous les panélistes et bonsoir à toute la région de l'extrême nord, du Diamaré, à mes frères Gizga, Peul, Toupouri, Mundan et bonsoir à tout le Cameroun. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Voilà, docteur Patrick Griffoué, vous êtes là également. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes et aux millions de téléspectateurs de Equinox Soir. Est-ce que vous pensez que le président Biya a cédé une fois de plus à ces requêtes de ces populations de l'extrême nord? De manière globale, la partie septentrionale du Cameroun.
Ce que je constate, ce que nous constatons tous, c'est que le président de la République a instruit la mise en place d'un plan de reconstruction de la région de l'extrême nord qui fait suite à la mise en place d'un autre plan, le plan présidentiel de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous ferai remarquer que ce sont des régions qui ont un certain nombre de caractéristiques similaires. Et j'ai même envie de dire que la région de l'extrême nord est affectée au-delà de la situation que nous avons dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, parce que dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, effectivement, nous avons eu le terrorisme ambazonien, mais dans la région de l'extrême nord, nous avons affaire non seulement au terrorisme de Boko Haram, mais nous avons des inondations qui sont récurrentes depuis, il me semble, 2009. Donc, il fallait effectivement que, et je rajouterais que le gouvernement avait classé les 3 régions en zone économiquement sinistrée. Donc, il me semble que ce n'est que justice que le chef de l'État ait instruit le gouvernement de mettre en place un plan de reconstruction pour cette zone-là qui est également affectée, comme je viens de l'indiquer. Voilà, si c'est Bamanga, justement, il y a des voix qui se sont élevées pour qu'ils aient ne pas comprendre que le plan pour la reconstruction de la région de l'extrême nord vienne après le PPRD pour le NOZO. Non, mais écoutez, Serge Alain Autou, moi je suis très amusé quand on parle de reconstruction. J'aimerais très bien demander à mon cher ami représentant du RDPC ce soir, M. Rifoué, excusez-moi, hein, Serge Alain Autou, je vais le poser un peu là, une simple question. Vous parlez de reconstruction, quand vous avez construit? Je me pose bien cette question, mais Serge Alain Autou... Non, pas de reconstruire ce qui a été détruit. Non. Le sénateur Alioum a fait une espèce de... Non, monsieur Serge Alain Autou. Ils font l'inventaire de tout ce qu'il y a, vraiment, tout ce que Boko Haram a détruit. Hein. Vraiment, une fois de plus, c'est une feinte, un vrai baiser de Judas, une galéjade, je ne sais pas, les mots me manquent pour qualifier encore une fois de plus ce film hollywoodien où je peux donner le titre, c'est-à-dire mensonge d'État. Mensonge d'État, pourquoi? Voyez-vous, Serge Alain Autou, voilà nos gouvernants actuels, on a remis ce pays, on a demandé juste de préserver ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas pu préserver et aujourd'hui nous sommes là, vous savez. Voyez-vous, Serge Alain Autou. Qu'est-ce qu'on fait donc? Non, je suis en train de venir. Monsieur Serge Alain Autou, je suis en train d'arriver. On ne reconstruit pas? C'est pas question de reconstruire. Oui. Reconstruire, parce que là, derrière le mot reconstruire, il y a un gros mensonge, monsieur Serge Alain Autou. On reconstruit quelque chose quand ça a déjà été construit. Non, nos gouvernants actuels, ils n'ont rien construit dans le septentrion de manière globale. Allez voir la nationale numéro 1. Nous parlons là de l'extrême nord, c'est-à-dire une des plus belles régions d'Afrique, je vous dirais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez votre simple carte d'identité, M. Serge Alain Autou, derrière, vous savez ce qui est caractérisé là-bas. Vous avez le pic de Mindif, vous avez le Cap Sikis, vous avez plein de choses. Vous étiez là-bas, M. Serge Alain Autou, c'est là où vous avez appris quelques mots en full B. Mais non, il ne faut pas qu'on mente aux gens. Il faut que nos gouvernants actuels arrêtent de mentir aux personnes. Mais vous étiez en train de parler, ce qui était très important. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, ce qu'il faut faire, nous saluons déjà, nous, la jeunesse du septentrion, globalement. Nous saluons déjà, vous savez, dernièrement, le chef de l'État, il a remis 12 milliards avec l'association du FNUD pour la reconstruction de l'extrême nord. Nous saluons déjà cela. Mais maintenant, je disais aux jeunes du septentrion, par exemple, au président du septentrion, des jeunes du septentrion, qui s'appelle Aliou Aboubakar, qui a fait un gros coup de gueule, vous savez, la semaine passée sur Equinox. Je disais que maintenant, nous, les jeunes du septentrion, nous avons un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est de surveiller, c'est d'encadrer les cadeaux que le chef de l'État nous fait pour que, vous savez très bien que les vautours, nos aînés, nos élites, ne prennent pas encore une fois de plus cela pour rendre ça, comment on appelle ça, partiellement des biens personnels. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui dans le septentrion. Le septentrion, aujourd'hui, généralement, quand je parle du septentrion parce que si vous allez à Ngaoundéré, c'est pareil. Si vous allez à Maroua, c'est pareil. Bon, c'est un peu mieux à Garoua. Vous savez, bon, c'est quand même l'ancienne, je prends ça comme ça, région de l'ancien chef de l'État. Non, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et ce qui doit être fait urgemment, en urgence, il faut d'abord
que, vous savez, Serge Alain Autou, il y a ce qu'on appelle... Vous êtes sur le plan, on a dit plan d'urgence, non, plan de reconstruction, plan d'urgence, reconstruction... Plan de reconstruction, l'extrême nord, pas du septentrion. L'extrême nord. On parle pas du septentrion. Oui, mais je globalise, je vais au-delà de là, Serge Alain Autou, aujourd'hui. Donc pour vous, il faut reconstruire tout le septentrion. S'il fallait, même il fallait repenser tous les dirigeants du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, ça urge. Voyez-vous, monsieur Serge Alain Autou, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est pas les décisions qui manquent, mais quand les décisions sont sorties de Yaoundé, on les achemine très mal ou alors on les remet à des mauvaises personnes. Ce que je peux dire pour chuter M. Serge Alain Autou, c'est que nous, la jeunesse du septentrion, c'est-à-dire cette jeunesse-là aujourd'hui, consciente et républicaine, nous sommes en train de travailler dans les réseaux sociaux déjà avec des différents groupes pour encadrer, pour être vigilants, pour que les projets, comme ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya est en train de faire aujourd'hui pour le septentrion, c'est-à-dire la reconstruction, pour que cela ne tombe plus dans les oubliettes. Ok. Didier, quoi, on reste sur ma préoccupation. Hein. Je dis que des voix se sont élevées pour ce qui est de la priorité. On a pensé pour ces personnes-là, ces compatriotes du septentrion, ils voyaient de mauvais œil que l'on commença par penser la reconstruction du Nozo avant celle du septentrion. Alors qu'ils disent qu'ils souffrent des affres de cette secte depuis 2011. Écoutez, donc ça fait quand même 9 ans qu'ils souffrent, que beaucoup a été détruit là-bas. Je pense qu'il faut prendre leur clameur en considération, encore que nous sommes dans une démocratie apaisée, et l'un des paramètres, l'un des indicateurs pertinents de cette démocratie apaisée, c'est la liberté d'expression. Je ne voudrais pas paraître ici nihiliste, c'est-à-dire évacuer tout ce que le chef de l'État fait. Ce n'est pas du menu fretin. C'est quand même 12 milliards de francs CFA. Le bail de francs, je crois, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Ça concerne 3 départements. Pour le moment, c'est le Mayo-Oulo, le Mayo-Sava et le Logon-et-Chari. C'est ces 3 départements-là qui sont concernés par ces 12 milliards. On ne peut pas quand même dire que 12 milliards, c'est du menu fretin. Non, ça dit, il faut déjà dire merci au chef de l'État. Mais ma préoccupation n'est pas à ce niveau-là, parce que au jour d'aujourd'hui, lorsque nous qui avons la chance de travailler avec l'ONU Habitat, on est dans ce qu'on appelle les villes durables, les villes résilientes, les villes compactes, les villes intelligentes, résilientes au changement climatique. Parce que cette zone-là n'est pas seulement en proie à la crise sécuritaire, à la crise alimentaire, parce que ça existe, à la crise humanitaire, au problème de sol, mais il y a aussi le stress climatique qu'il faut prendre en compte. Tout à l'heure, le docteur parlait de cette récurrence des inondations. Donc, il faut changer de paradigme. Donc, lorsqu'on parle de changement de paradigme, on s'installe là dans le champ des politiques urbaines nationales. Et la question que je me pose aujourd'hui, quelle est la boussole qui porte le cadre logique de ce projet? Mon problème, c'est à ce niveau-là. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des villes, comme pas des villes résilientes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'installe dans le champ des politiques urbaines nationales, il y a quand même un certain nombre de défis. Le premier défi d'abord, comment réaliser le plan durable dans les agglomérations rurales et urbaines? En fait, qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, c'est un développement qui assure les intérêts des générations actuelles, sans toutefois compromettre ceux des générations futures. C'est ça le développement durable. Et c'est assis sur 3 principes fondamentaux. Le principe de responsabilité, le principe de solidarité et le principe de participation. C'est pour ça que si vous lisez bien la note, vous verrez que on va utiliser 1000 jeunes dans le cadre de ce qu'on appelle le IMO, la haute intensité de la main-d'œuvre. Il faut le dire, pour éviter l'instrumentalisation de l'ignorance et la manipulation nomade. 1000 jeunes, pour éviter, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que cette zone, qui est une grande zone de circulation, est aussi une zone où l'éducation n'est pas à la hauteur, n'est pas ce qu'on voudrait, et ce qui fait que des jeunes là-bas, chômeurs, sont vulnérables, sont manipulables et sont facilement engagés, sont facilement endoctrinés par les gourous de Boko Haram. Donc c'est pour ça que je parle du plan durable. Maintenant, il y a un autre défi. Comment transformer l'urbanisation en un facteur de développement? Si vous ne répondez pas à ces 2 défis-là, pour les perspectives à venir,
c'est que les 12 milliards du chef de l'État vont rentrer dans les inondations. Voilà pourquoi on dit. Parce qu'avant les inondations, moi je connais très bien le Nord, vous savez que le FSNC est bien installé là-bas, c'est pas Cissé qui m'en démentirait. Donc c'est tout simplement parce que, à chaque fois, je l'ai dit ici sur le plateau, lorsque on parle des politiques publiques sectorielles, on n'y intègre pas les phénomènes de changement climatique. Vous voyez, le développement durable ici prend tout, c'est globalisant, et surtout qu'il faudrait éviter, pour la mise en œuvre, pour le déroulement de ce projet-là, on n'a pas encore les thèmes de référence, il faudrait éviter de décloisonner, comme ils ont l'habitude, comme certains patrons à Yaoundé ont l'habitude de faire, de décloisonner les politiques, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement fait ce qu'il a fait dans son coin, le ministre de l'économie dans son coin. Non, il faut regarder ensemble dans la même direction. Pour porter 12 milliards, M. Cissé, c'est pas petit. Voilà vous pourquoi comprenez. je dis Donc, qu'on est mobilisé pour surveiller cela. pour maximiser, pour que les populations ressentent que le chef de l'État a fait, pour que les 12 milliards aient un impact sur la population locale, afin d'éviter que dès demain, qu'on ait à vivre les mêmes inondations, qu'on recrute les jeunes gens. Moi, j'aurais pu aller plus loin. Parce que le département du Logone-Chari est dans le bassin du lac Tchad. Et vous savez que dans les années 70, le bassin du lac Tchad, c'était à peu près 30 000 km². Or, sous l'effet maintenant de la sécheresse, les activités anthropiques, le bassin du lac Tchad aujourd'hui, c'est 3 000 km² avec 33 millions d'habitants. C'est une zone cosmopolite, donc c'est un repère de recrutement assez judicieux pour les gourous de Boko Haram, comme je l'ai dit ici. Il faut revoir, par exemple, ce phénomène de Boko Haram. Et ce n'est pas avec 12 milliards qu'on peut renflouer, par exemple, le lac Tchad. Donc voilà, il y a assez de problèmes dans cette zone-là. Le FSNC a fait ce qu'il a pu faire. Nous avons le président national et puis certains militants a pu faire 80 forages dans cette zone parce que les problèmes d'accès à l'eau potable, c'est un sérieux problème. Les inondations, sérieux problème. Le problème de sol, dans cette zone, vous avez à peu près 3 millions d'hectares de sol ardénisés. Ça, c'est l'eau, ça en faut fouler. Ça dit qu'il faut des projets comme le Sahel vert. Il faut même accompagner le Sahel vert pour restaurer ce sol-là. Donc, vous comprenez que l'extrême nord aujourd'hui, qui est, comme dirait certains militants du RDPC, la première fille du chef de l'État, il faut beaucoup travailler. La fille aînée du renouveau. Il faut beaucoup travailler dans cette zone parce que ça concerne le Nord, mais pas seulement les nordistes. Voilà, Vianney Kaljon, c'est le plan d'urgence, plan spécial d'urgence de reconstruction de la région de l'extrême nord. Pour vous, il fallait ça? Absolument. Serge, voilà, merci beaucoup de... Parce qu'on a fait au nord-ouest et au sud-ouest, il fallait également l'extrême nord. Oui, vous savez, si nous allons sur la base de l'égalité, on considère que tous les Camerounais sont égaux, on va bien entendu penser que voilà, si on a fait pour le nord-ouest et le sud-ouest, il eût fallu que l'on fasse pour le nord également. Bien entendu, les voix se sont élevées pour... L'extrême nord. L'extrême nord également, autant pour moi. Alors, des voix se sont élevées pour dire, bien entendu, il fallait peut-être celui du Nord avant, peut-être celui du Nord, mais pour nos partis univers, vraiment, ce n'est pas l'ordre d'apparition des choses n'est pas très, très important. Ce qui nous intéresse vraiment au parti univers, c'est surtout la façon avec laquelle les choses sont gérées par ce gouvernement, vous savez, Serge. Des plans, il y en a eu, on ne peut pas citer. Vraiment, ça foisonne de plans. Le gouvernement vous dit plan spécial de tel, plan spécial de X et de Y. Franchement, on ne peut même plus citer ces plans-là. Le problème, c'est au niveau de l'implémentation. Alors, le RDPC, voyez-vous, ils ont de la matière quand il faut produire les scénarios. Ils ont de la matière, mais maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien. Vous savez, si vous arrivez, comme mon copanéliste le disait, c'est que c'est toutes les 10 régions qu'il faut reformer. Toutes les 10 régions, ce n'est pas une seule région. Parce que ce matin, par exemple, nous qui rapportons un peu... Les 10 régions ne sont pas affectées de la même manière. Bien entendu. Il faut quand même accorder des priorités. Toutes les 10 régions ne sont pas affectées par... Nous sommes tout à fait d'accord. La guerre. C'est vrai, les 10 régions ne sont pas affectées par la guerre. Et c'est vrai que le plan spécial du chef de l'État a été motivé par Boko Haram, qui fait des ravages au nord. Et franchement, nous tenons justement déjà à présenter toutes nos sincères condoléances aux familles
familles, par exemple, qui ont été endeuillées par cette milice-là et cette secte terroriste. Maintenant, quand nous l'avons dit, nous revenons toujours au même endroit, au même problème. L'implémentation des résolutions, l'implémentation de tout ce qui a été dit. Ça dit des choses, ça produit des choses sur le papier, mais quand ça arrive sur le terrain, il n'y a plus rien du tout. Je préfère parler pour que M. Lambda m'écoute et qu'il comprenne, parce que M. Lambda vit également les problèmes de tous les jours. M. Lambda comprend. M. Lambda ne va pas aller comprendre le plan spécial, vous savez, des thèmes parfois qui sortent un peu de l'ordinaire parce que M. Lambda ne comprend pas ces termes-là. M. Lambda comprend effectivement que est-ce que, par exemple, mon drain qu'il y avait, vous l'avez curé? Est-ce que, par exemple, vous avez empêché les inondations d'arriver? Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à un plan d'urbanisation, par exemple, de ma cité? Est-ce que vous l'avez implémenté? C'est ce que M. Lambda comprend. Alors aujourd'hui, s'il faille dire, il faut déjà saluer même la sortie du chef de l'État et dire vraiment, c'est bien, nous encourageons cela, mais maintenant, reste par la suite à implémenter parce que c'est là où le bas blesse. Vous savez, on n'apprend rien. Les détournements sont devenus légion. Aujourd'hui, on affecte X milliards à tel plan. Quelle est la production? Zéro. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un appel déjà pour que, cette idée qui a été produite, vraiment qu'elle soit acheminée jusqu'au bout. Et qu'enfin, par exemple, les populations du Nord qui souffrent déjà assez des problèmes d'eau potable. Voyez-vous, la dernière fois, sur les réseaux sociaux, parce que moi j'y suis, je pense que beaucoup d'entre nous y sont également, vous avez vu, moi j'ai été choqué de voir un jeune qui est arrivé dans un puits et il buvait de l'eau quasiment que personne d'entre nous ici ne peut boire. Vous imaginez? Ils ont des problèmes d'eau potable. Maintenant, voilà, quand on leur fait une promesse, il n'y a rien qui fait plus mal que, par exemple, une promesse non tenue, surtout quand on est en situation délicate. Donc, vivement que les promesses soient tenues. Voilà, docteur Ifoué, des habitations détruites, des villages rasés complètement. Et on sait que l'économie là-bas, c'est du petit paysan de l'extrême nord, c'est l'élevage, c'est l'agriculture. Les gens étaient obligés de partir de leur village pour aller trouver des zones beaucoup plus sécurisées. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui vient s'ajouter. Les inondations, les barrages, les digues qui cèdent, ça fait beaucoup quand même pour l'extrême nord. Une région qui n'est pas forcément lotie. On la place souvent parmi les plus pauvres du Cameroun. Oui, effectivement, je crois que c'est la région la plus peuplée du Cameroun. Oui. Et elle a fait face, comme vous l'avez rappelé, à la conjonction de deux phénomènes. Les inondations, l'extrême nord connaît les inondations avant même l'apparition du phénomène Boko Haram. Mais je dois indiquer que pour faire face aux inondations, le gouvernement avait mis dès 2015 un plan d'urgence pour la lutte contre les inondations. Et dans le cadre de ce plan, la digue sur le Logone, qui fait 70 km, a été réhabilitée. Le barrage de Maga a été réhabilité. Sur le plan socio-économique, vous avez plus de 800 ménages qui ont été impactés par ce plan-là. Et ce plan-là a quand même permis d'améliorer le recueil des données sur les questions sur les précipitations et aussi la surveillance de la montée des eaux sur le Logone, parce que c'était un des enjeux. Donc, le gouvernement a toujours été présent auprès des populations de cette zone-là pour faire face aux inondations. Maintenant, s'y est rajouté le phénomène Boko Haram qui a effectivement entraîné le déplacement des populations, qui sont des populations qui vivent essentiellement d'agriculture et d'élevage, vous l'avez indiqué. Voilà, donc il y a une désorganisation sociale. Et l'un des enjeux du plan d'urgence qui a été plan spécial de reconstruction qui a été commandé par le président, ça va être de favoriser, de favoriser l'activité économique dans la zone, parce que effectivement vous avez lorsqu'il y a des inondations par exemple, vous avez les champs qui sont affectés et souvent les populations perdent même les semences, donc elles n'ont pas la possibilité de pouvoir se projeter sur les saisons qui viennent pour pouvoir recommencer leur activité champêtre. Il ne vous a pas échappé que les incursions de Boko Haram visent souvent les troupeaux, parce que les terroristes
choisissent de se nourrir sur la bête étant ici les populations qui perdent leurs troupeaux, qui sont enlevés et qui vont du côté du Nigeria. Donc effectivement, il s'agit d'apporter une aide d'urgence à ces populations qui sont dans des situations critiques parce que lorsque votre outil économique, dans ce cas, ce sont les chats, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Lorsque votre outil économique est affecté, effectivement, la question de la survie même se pose. C'est pour ça qu'il s'agit d'un plan d'urgence, parce qu'il faut apporter une réponse qui est une réponse urgente à des populations qui sont dans une situation critique. Il faut y rajouter que c'est une région qui est également en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Donc, effectivement, la question de la déradicalisation est une question en toile de fond parce que l'éducation, la sous-éducation dans cette zone favorise le recrutement des jeunes dans la région de l'extrême nord par les terroristes de Boko Haram. Je crois qu'il faut le saluer. L'armée a fait beaucoup dans ce sens-là parce que moi, j'ai souvent vu des soldats qui se sont transformés en maîtres d'école pour pouvoir tenir les jeunes dans cette région-là. Donc, je crois qu'il va y avoir une dimension importante, effectivement, sur les questions de scolarisation pour permettre aux jeunes de cette région-là de revenir à l'école pour ceux qui sont déscolarisés, ceux qui avaient été déscolarisés, et effectivement, d'accéder à l'école pour ceux qui n'y avaient pas accès. Bien entendu, il y a l'accès, toutes les questions liées à l'accès aux infrastructures de base. Ça va être l'eau, Didier l'a indiqué tout à l'heure, ça va être le dispensaire, le centre de santé pour pouvoir se soigner lorsqu'on a un petit bobo. Donc, je pense que la réponse du président de la République est une réponse que nous saluons, nous, au RDPC. Et étant donné que c'est une réponse d'urgence, il va falloir que ceux qui au sein du gouvernement sont en charge de ce projet le mettent en œuvre avec diligence pour apporter un début de solutionnement aux problématiques qui se posent à ces populations qui sont des populations frères que je salue par ce canal. Voilà, Cissé Bamanga, dans votre première intervention, vous avez égrené un chapelet d'éléments de manquement du pouvoir vis-à-vis de cette partie du Cameroun. Mais on ne comprend pas. Le mouvement 10 millions de nordistes est parti d'un petit calcul simple. Vous dites que 42% des 111% du président Biya venaient du Grand Nord. Mais comment vous parlez d'une chose et vous êtes toujours là à faire confiance ? Non, au-delà avant de répondre à votre question, je suis répondez-moi d'abord. Oh, monsieur Séjan, je voulais répondre 2 secondes sur ce que l'aîné en face du FNNC a parlé. Je suis très satisfait de ce qu'il a dit. Oui. Il a parlé du projet, des 12 milliards, il a parlé des 1000 jeunes qu'on va employer. Je suis très satisfait et voilà pourquoi je disais à l'entame que nous sommes en train de faire un bloc pour surveiller tout cela. Même tout à l'heure, vous avez parlé, docteur Rifo. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez... Vous avez suivi la sortie de Monseigneur Kreda après la présidentielle 2018 ? Oui, on a suivi tout ça. Vous savez que je suis un acteur majeur des réseaux sociaux, il n'y a rien qui m'échappe. Bref, pour répondre vraiment à votre question, c'est une seule chose. Vous savez, nous les nordistes, là je prends globalement, nous sommes des personnes très intègres. Et nous sommes des personnes à qui, quand on vous remet la confiance, on tourne le dos. Voyez-vous, aujourd'hui, nos parents, quand le président Paul Biya, le président du Cameroun, a pris les choses en main, dans les années 82, je pense que c'est très bien ça, il n'y a pas une région au Cameroun qui a beaucoup prié pour le président de la République. Il n'y a pas une mosquée qui n'a pas prié, tout le monde a prié. Voyez-vous, la dernière fois, j'étais en train de causer avec un oncle qui était en train de se moquer de nous, disant que mais vous avez oublié que toutes les mosquées du Nord, par exemple, ou toutes les chapelles, ils ont prié pour la longévité du président de la République. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que Ahidjo, en partant, il avait démontré que voilà la personne qu'il fallait suivre. C'est rien que pour ça que nous sommes encore là. Et voilà pourquoi le docteur Bayero Fadil, par exemple, excusez-moi, je parle de lui parce qu'il y a la CGN, tout le temps, quand il fait des vidéos, il rappelle très bien que le Septentrion est ami avec le président Paul Biya, pas avec le RDPC. C'est-à-dire, le Septentrion soutient le RDPC, l'homme, le président de la République, l'homme, oui. Pas le RDPC. Et vous savez que nous là-bas... Vous dites ? Oui, il y a une très grosse différence. C'est quoi ? Non, n'entrons pas dans ce débat. Non, on veut comprendre. Il y a la différence. Vous soutenez l'homme qui est le président du RDPC. Il y a la différence. Moi, je ne soutiens pas le président de la République. Moi, je vous dis ce qui se passe. Vous soutenez Paul Biya qui est le président national du RDPC. On soutient Paul Biya, le président national, parce que le président, en partant, il avait dit que voilà l'homme de la situation.
Bien sûr, il est humain, il pouvait se tromper. Aujourd'hui, par exemple, les années nous montrent très bien que le président Idjo s'est trompé parce que la politique, aujourd'hui, rien ne marche dans notre pays. Le président Idjo s'était trompé? Oui, avec le recul, aujourd'hui, le président s'est trompé. Je pense très bien, hein, ça c'est de mon point de vue, parce que rien ne marche, Serge Alentou. Tous les plans qu'on met en place, où est le plan triennal aujourd'hui? C'est zéro. Aujourd'hui, vous avez des plans pour accompagner la jeunesse, par exemple, les pageurs, plein de choses. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais maintenant, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la critique. Nous sommes là pour participer à la construction de notre pays. Ce qu'il faut aujourd'hui, moi, je le dis tout le temps, et je suis très content que vous me conviez à ce débat familial. Ce que je suis en train de dire tous les jours, j'attire l'attention. Non, quand je dis débat familial, c'est une famille politique, ça. Oui. Monsieur Serge Alentou, c'est une famille politique. Peut-être que vous êtes neutre, vous êtes un journaliste, mais là, c'est ma famille politique. Et puis, ce que je suis en train de dire tout le temps, c'est que le chef de l'État, et vous savez très bien, le docteur Ifo, une fois, j'étais dans un plateau de télévision où j'ai parlé à votre confrère de dire au chef de l'État de faire très attention. Parce que là, la goutte d'eau est en train de déborder le vase, monsieur Serge Alentou. Voyez-vous, dans le septentrion en général, et puis comme nous parlons de Marois, de l'extrême nord, nous n'avons rien, Serge Alentou. L'école, il n'y en a pas, l'eau, il n'y en a pas, il n'y a rien. Aujourd'hui, le projet 3000 puits, point d'eau que le chef de l'État nous avait promis aujourd'hui, il y a 3-4 ans, dans l'eau. Aujourd'hui, la digue, il y a une digue, parce que quand j'ai entendu tout à l'heure parler de la digue, bon, je ne voulais pas... Il y en a deux. La digue que vous avez promis au septentrion, elle est au nulle part. Aujourd'hui, le septentrion, l'un des endroits les plus insécurisés de l'Afrique centrale, c'est dans le septentrion. Vous avez des personnes là-bas, vous avez un truc qu'on a créé, je ne sais pas, Alcomi, je ne sais pas, Halte Commerce illicite. Ils sont là pour terroriser les populations au lieu d'accompagner les terroristes. Vous avez vu, Serge Alentou, la dernière fois où nous, on a monté, moi, je suis monté au créneau, où on a tiré à balles réelles sur un jeune homme qui avait des sacs en plastique sur la moto, il a perdu là. Mais non, aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. C'est Bamanga. Oui. Je reprends ma question. Oui. Au regard de tous ces tableaux, comment ça s'explique donc que le RDPC, le président Biya fasse toujours ses meilleurs scores? Mais je vous ai expliqué simplement, Serge Alentou. Comment? Les parents nous ont remis un deal et nous sommes en train de la préserver pour le moment. Pour le moment? Pour le moment. Parce ça peut changer? Non, c'est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, qui vous parle, je vous ai dit, je suis en train de mettre en place une plateforme digitale. Nous sommes en train de faire un travail de fond. Pas pour un soulèvement. Pas pour apporter, comment je peux expliquer ça, apporter de la médiocrité ou alors faire un bras de fer avec les aînés, mais non, pour surveiller ce que le chef de l'État nous donne. Voilà, aujourd'hui, les 1000 jeunes, on a demandé, ce qu'on a donné, les 12 milliards, ça va poser 1000 jeunes qui vont bosser. Et ce qu'on a besoin, je profite de votre plateau, nous n'avons plus besoin de vautours et de vieillards sur le terrain. Nous avons besoin de jeunes. Et je profite par là de dire aussi, parce qu'il y a un souci aussi, Serge Alentou, les jeunes de ce côté-là, on les a habitués à la misère, on les a terrorisés, ils ne croyaient plus. J'appelle comme ça, je profite de votre plateau de dire que les jeunes doivent se lever. Non, je vous dis, Serge Alentou, la dernière fois, on a attrapé, je ne suis pas le représentant de M. Issa Chiroma sur ce plateau, bien que j'apprécie très bien le travail qu'il fait, puisqu'il est l'un des seuls ministres qui fait encore des points d'eau, qui a donné par exemple l'envie aux personnes qui ne savent même pas s'exprimer aujourd'hui sont à la députation. Merci. Je sais que vous avez voulu que je fasse une publicité gratuite, je l'ai faite. Vous avez dit qu'il a fait quoi? Les populations qui ne savent pas parler? Non. Aujourd'hui, vous avez des jeunes dans le septentrion, M. Serge Alentou, qui ne s'expriment pas très bien en français, mais qui sont à l'Assemblée, qui sont dans les mairies. Ça n'a rien à y voir. Nous tous, nous sommes en train d'apprendre la langue de Molière. Moi qui vous dis là, nous sommes dans un pays où un ministre vous a dit hydroélectrique. Nous sommes dans un pays où un professeur, je peux le signer, mais Sanga Nyamdim, vous aviez dit que dans le Marais d'Anaï, dans le Nord. Bon, aujourd'hui, la langue de Molière, tout le monde peut se tromper. Mais je vous dis, la seule personne qui tend la main aux personnes dans le Nord, ça reste M. Chiroma. Bravo, vous pouvez lui passer des salutations. Mais je suis en train de dire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Voilà pourquoi nous,
Moi, je parle de moi. Hein. Moi, je suis en train de créer une plateforme. Et là, tout le monde est dedans. Vous avez, par exemple, le grand frère Guibaï qui est à l'intérieur. Vous avez Aboubakar Ali qui est là. Nous sommes en train de créer une plateforme pour surveiller nos intérêts. Parce que, Serge Alain-Autou, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Si le chef de l'État ne fait pas attention, parce que vous savez très bien qu'il a un laxisme qui est connu, il travaille comme il veut et quand il veut, et il ne vérifie jamais les choses. Parce que les 12 milliards, on va les débloquer. On va remettre à nos élites qui sont très bien connues. Je ne vais pas en citer les noms ici parce que je l'ai fait dans d'autres plateaux. Des vautours qui vont prendre cela, acheter des grands Gandoura, acheter des 4x4 et les populations vont continuer à souffrir. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de repenser les régions du septentrion. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'exister parce qu'aujourd'hui, nous n'existons pas. Nous disons la mamelle politique du Cameroun n'existe pas. La dernière fois, le chef de l'État, il est allé là-bas. Il y a eu la poussière, il y a eu tout. Vous avez vu, on a perdu des députés. Monsieur le docteur Rifo, je vous regarde parce que vous êtes le représentant du RDPC sur ce plateau. On a perdu, vous avez vu comme ça, des députés qui sont morts. J'ai un ami là-bas qui est mort aussi. Vous avez vu la dernière fois, il a failli. On a prié beaucoup pour qu'on n'a pas eu un deuil national. Mais quelle honte de voir un Minat qui traverse les populations sur une petite pirogue, il a même failli tomber. C'est pas drôle. Si ça fait rire des personnes sur les réseaux sociaux, c'est pas drôle. Aujourd'hui, nous, dans le septentrion, nous avons tout donné au chef de l'État. C'est le moment pour le chef de l'État, avant qu'il ne parte. Parce que vous savez très bien qu'en ce moment, il est vieillissant, il a presque plus de force. À tout moment, il peut partir même naturellement, ce qui arrive. Avant qu'il ne parte, il faut qu'il nous remette au moins sur la moitié de ce qu'il a trouvé. Didier Nkwa, je reste sur cette... Est-ce que vous pensez également que le pouvoir ne donne pas suffisamment à cette... Restons sur l'extrême nord, la fille aînée du renouveau, comme vous avez dit, contrairement à ce que l'extrême nord donne au pouvoir, surtout en période électorale. Serge Alain-Autou, il me sera très très difficile. Vous avez beaucoup d'élus là-bas, le FSNC, oui, voilà. Je pense que je ne voulais pas rentrer dans ce discours un peu apocalyptique de mon jeune frère Cissé. Je pense que si aujourd'hui nous avons des députés, un jeune député de Marois comme Salmana, très populaire, c'est tout simplement parce que l'électorat est d'accord avec le FSNC de se mettre avec le président Biya. Vous voyez que ça va à l'encontre du discours de M. Cissé. Et je voudrais... Moi, j'ai un problème avec l'élite du Grand Nord, c'est-à-dire, ou bien de l'extrême Nord. Voyez-vous, l'air de l'État vache à lait est révolu. Hein. Il ne faut pas trop parler ces maladies, il faut agir. Je vais vous prendre un exemple simple, parce que je connais un peu bien cette zone. J'ai fait plusieurs fois des tours. Vous avez entendu parler de la Case Mosgom? C'est unique. Oui, c'est à Pousse. La construction. C'est unique. C'est unique. L'architecture est unique. C'est unique dans le monde entier. Ouais. Oui. Mais nous avons travaillé sur l'architecture de la Case Mosgom, la Case Obu. On s'est rendu compte que la moyenne d'âge des architectes aujourd'hui tourne autour de 65 ans. Il n'y a pas de relève? Mais c'est bien de venir en plateau, faire un discours, on n'aime pas si tel est vieux. Alors que voilà des choses sur lesquelles l'élite, vous devez agir. Moi, je sors de Banganté. Je vais découvrir ça à Pousse. Je vous en prie. C'est vous allez laisser trop bavarder. Je vais découvrir. Je dis c'est 65 ans. Voilà. Oh. Ils ne s'intéressent pas les jeunes. Non, ils vont des discours, ils créent des histoires comme... Pardon, pas des histoires, ils créent des mouvements comme 10 millions qui sont des mouvements de surenchère. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la population. Il faut travailler sur le terrain. Le président Issa Chiroma n'a pas attendu avoir des milliards pour offrir de l'eau. Lorsqu'ils font leur calcul, 42% sur les 11%. C'est pour vous dire que... Non, c'est pas faux. Alors, c'est pour vous dire que si nous avons, par exemple, hier nous n'avions pas de députés, par exemple, à Marois. Vous comprenez? On aurait pu avoir la mairie de Marois. Nous sommes encore, je crois, l'affaire en délibéré aujourd'hui. Comme le SDF. Nous avons un peu partout. Vous n'irez pas au régional aussi, vous... Non, écoutez, moi je ne voudrais pas parler à la place de mon président national. J'ai un secrétaire général, mais soyez-en sûrs que nous sommes des républicains. Et puis, à chaque moment, lorsqu'il sera prêt d'aller au régional, le FSNC va se mettre en rang serré. C'est pour dire que voilà des situations. Il y a une deuxième situation. Je profite de cette occasion pour saluer Sa Majesté le Lamido de Lara. Moi j'étais à Lara et c'est là où j'ai découvert que Yimkwa, les racines du nom Yimkwa, ça vient des Munda. Mais j'ai passé 4 jours là-bas, il n'y avait pas d'électricité.
Il n'y a pas d'électricité. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Comme disait quelqu'un, c'est le président Aïdjo qui le disait, il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tous les autres. Vous comprenez? L'élite doit faire ce travail. C'est pour ça qu'on parle de l'homme durable, le principe de solidarité. Il faut savoir partager. C'est pourquoi le FSNC aujourd'hui fait de très bons résultats dans cette zone-là. Parce que notre président, nous avons la vision de partager. C'est ça la solidarité. Il faut avoir les milliards pour distribuer. Il faut savoir partager. Donc, pour dire que voilà un réel problème. Vous faites 4 jours dans un village comme Lara, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez rien. Les jeunes ne peuvent pas travailler des petits métiers comme réparateur de téléphone qui occupent les jeunes gens, qui ne les exposent pas au gourou de Boko Haram. Alors qu'on a des moyens, nous avons un potentiel de biomasse dans la zone du sud que l'on pouvait ramener à l'extrême nord et produire de l'électricité. C'est faisable. Que font les maires? Ils ont le discours de Cissé. Oh, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Il faut travailler sur le terrain. Il y a encore une autre situation. C'est sûr que lui, qui est du Nord, n'est même pas au courant. Je suis sûr que tu n'es pas au courant. Il y a un problème de bois, de chauffage à l'extrême nord. J'ai eu le rapport de l'ONG internationale GIZ avec le MIFOP. Si vous coupez un arbre à l'extrême nord aujourd'hui, vous rentrez là dans la destruction de la biodiversité. Oui. Donc, en principe, à l'heure où je vous parle, vous pouvez vérifier, il est interdit de couper. Et les populations font comment? Oh, les populations coupent. Elles sont obligées de couper. Elles sont obligées de couper. Et c'est ça que l'opération s'avère des problèmes. Parce que les populations n'ont pas accès au bois de chauffage. On appelle là-bas le bois énergie. C'est un réel problème. C'est pour ça que vous, les élites, n'attendez pas que je parte de Banganté ou Bazou pour aller dire ce qu'il y a chez vous. Il faut travailler. C'est pour ça que moi, j'ai soutenu, par exemple, le mémorandum du Grand Nord. Je crois que c'était en 2002, porté par Issa Chiroma. Parce que les revendications de ce mémorandum, le président Biya a répondu présent. Parce que de temps en temps, on nous demande pourquoi vous soutenez le chef de l'État. Nous nous disons que parce que chez nous, changement est un mot polysémique. Changement pour nous n'est pas aller à Etoudi. Changement pour nous, c'est dire que le président Chiroma a dit que bon voilà, les originaires du Nord, ils ont été à l'école de police, ils ont les mêmes grades que les autres. Pourquoi aussi ils ne doivent pas être responsables? Le président Biya apprend et puis il corrige l'impair. Demain, il dit, il y a telle situation, nos enfants ne peuvent pas partir de l'extrême nord pour aller à l'université à Yaoundé, il y a des problèmes. Voilà un problème. Il crée l'université de l'extrême nord. Mais lorsque vous êtes dans une situation, lorsque vous pleurez, lorsque vous avez des doléances, on apporte les résultats positifs à vos doléances. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous vous mettez avec celui qui vous écoute. Voilà une motivation, le fait que le FNCT soit aujourd'hui avec le président Biya. On ne peut pas être au même moment avec le président Biya et ne pas être avec le président du RDPC. Cette acrobatie-là, il n'y a qu'à l'extrême nord qu'on voit ça, parce que vous avez aussi des très bons acrobates. Vous soutenez le président du RDPC, vous ne soutenez pas M. Biya. Moi, je compense à M. Sissi. Pour vous dire qu'il y a des réels problèmes. Je sors par où je suis entré, l'État vache à lait, ça n'existe plus. Partout dans le monde. Le docteur, il faut me dire, si je mens, il est dans la... C'est normal, c'est votre allié, il peut... Non, c'est pas un problème c'est un problème de cohérence, ou bien c'est un problème de logique, vous comprenez. Partout ailleurs, l'éducation, le tourisme, c'est des activités qui sont portées par l'élite. Par l'élite. Votre élite ne doit pas demeurer une élite comprador, une élite bureaucrate. Vous venez maintenant, je ne sais pas si votre CND c'est un autre parti politique, vous soutenez le président Biya, vous ne soutenez pas son RDPC, il est vieux, il est ceci. Non, il faut sortir de ce discours-là et travailler avec la population. Et je reviens là pour dire que la moyenne d'âge d'architecte de la case Mosgoum, il faut penser à la conservation. Et lorsqu'on parle de conservation, c'est former, c'est informer. Conservation et transmission. Merci, je suis à côté d'un universitaire, d'un brillant universitaire, merci docteur. Il faut penser à ça, parce que à 65 ans, voilà les derniers architectes, la case Mosgoum. Vous savez pourquoi, monsieur Didier, excusez-moi de vous couper, c'est parce que le régime que le FNC... Non, c'est pas un problème de régime. Le régime RGPC permet à ce que la jeunesse ne rêve plus de ce côté-là. Non, c'est pas un problème de régime. Non, je vous dis, monsieur Serge Alain Otto, lorsqu'on est une élite, lorsqu'on fait partie de l'élite, c'est mon temps de parole qui fait à ce que la jeunesse ne rêve plus de ce côté-là. C'est mon temps de parole. Lorsque vous avez la chance d'être comme votre président, le docteur... Comment vous l'avez dit? Non. L'aéro. C'est Espoir Matomba. Il est président de la commission
À la ville, non. Non, il n'est pas très loin du RDPC. Non, Didier, sur le Didier, Purs, hein. écoute Didier, écoute, je peux pas accepter que tu parles ce genre de choses. Non, vraiment. Il n'est pas la coupe humaine. Non, monsieur Je Didier, voulais pas parler c'est de un lui. président de parti, comme le président Chiroma, avec comme beaucoup le de respect, président je voulais pas Bourdieu. Il faut parler. le respecter, monsieur Non, je Didier. le respecte. Je vous connais d'une intellectualité très Je le respecte, fraîche quand même, monsieur je le Didier. respecte. Ok. Ok. Si ça vous a dérangé, je retire ma parole. Merci bien. Avec beaucoup d'estime que j'ai pour vous. Ok, merci, Vous monsieur dites que Didier. c'est vous l'élite. Je suis Vous pas créez nos encore une élite, ingés. monsieur Didier. Comment ça? L'élite, c'est quoi? on ne C'est peut là, pas, je suis pas on ne encore peut une pas élite. s'asseoir en Nous ce sommes moment. en élite. Je ne suis pas encore une élite. Je Écoutez, suis un l'élite, c'est quoi? jeune qui a compris le cœur du problème. Vous êtes qui une est en élite train- extérieure, vous êtes là. non, monsieur Serge-Alain Autou. Je Vous ne n'êtes suis pas une pas élite? encore une élite. Je n'ai reçu aucun mandat. Je suis un jeune Quel qui a mandat? compris le cœur du problème, qui est en train de mobiliser d'autres jeunes du septentrion. Vous êtes une élite pour que nous- extérieure. Oh, Serge-Alain Dans votre Autou, village. moi je vous dis, je ne suis pas encore une élite. Il faut un point Tu tes responsabilités. Non, je ne suis pas encore une élite. Vous refusez vos responsabilités, si c'est. Quelle responsabilité? Même à votre âge, je suis sûr que vous avez le même âge que le président malgache. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pas. Ah, je suis sûr aussi que vous n'êtes pas loin du président de la République, Paul Biya. Mais oui, je n'ai jamais dit que je ne suis pas une élite. Mais moi, je vous le dis, je ne suis pas une élite. Je dis que vous êtes J'ai pas capable. reçu ce mandat. Si vous êtes aujourd'hui en train d'animer le 11 millions, je ne sais pas quoi, ça veut dire que Je vous ne suis pouvez pas créer un million. représentant non plus du 10 millions. Vous faites quoi, le conseil, c'est le conseil? Je suis aujourd'hui représentant du PUS sur ce plateau. Oui, mais je sais que vous originaire de la partie du septentrion. Oui, mais je parce sais que que je vous êtes connais aussi les dans problèmes une- du septentrion. Je- Non, je mais sais que écoutez, monsieur parler. Didier, arrêtez un peu ça de distraire les Camerounais. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du vrai problème C'est mon temps qui de est le parole. septentrion. Arrêtez de faire des C'est attaques mon temps de parole. qui perdent le temps au Il n'y a Cameroun. pas d'attaque. C'est Ok. jamais autour. Aujourd'hui, si le FNNC et le RDPC sont des alliés, ça ne dure plus au septentrion. Aujourd'hui, Je vous en prie. je vous dis, nous sommes en train de faire un travail de fond et vous aurez du répondant. Nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. Ok. Peut-être vous ne le savez pas. Et nous avons autant de jeunes comme vous qui sont des élus locaux. C'est toi qui viens de dire tout à l'heure C'est que pour dire que- il y a des vieux de 65 ans. Maintenant, tu te contredis en disant que tu Je es me jeune. contredis Mais pas. aujourd'hui, vous Vous avez avez- empêché vous la m'entendez- jeunesse du vous septentrion de relever Monsieur Cissé, aujourd'hui. vous Mais je te m'entendez, dis, vous ne me monsieur comprenez Jalal pas. Autou, Je Bon, on vous va dis, se c'est calmer, compliqué dans le septentrion aujourd'hui. On vous a Non, mais compris. Didier, arrêtez de Vous mentir aux vous Camerounais. m'entendez, vous ne me Si c'est comprenez pas. Bamanga, je vous en prie. Vous Calmez-vous. m'entendez, vous ne me comprenez pas, je suis désolé. Je dis ceci, c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'une étude financée par une ONG internationale sur la case Mousgoum, la conservation de cette architecture. On s'est rendu compte que la moyenne d'âge des architectes était de 65 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas la relève. C'est pas votre problème. Et je dis donc que... Comment vous dites que c'est pas mon problème? Qu'est-ce Je- que vous en savez? Bon, je dis maintenant que vous, les jeunes, je vous interpelle. Quand je vous interpelle, c'est parce que j'ai du respect pour vous. Je ne suis pas obligé de vous interpeller. Ok. Je dis maintenant, vous, parce que je ne sais pas si c'est une situation que vous maîtrisez. Je dis maintenant, vous, les jeunes, vous pouvez créer des associations, aller lever le fonds ailleurs, pour amener les jeunes à s'intéresser à cette architecture. Mais si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Ce n'est pas un débat. Monsieur Vous Didier, comprenez? désolé, nous sommes dans un système de on va gouvernance permettre- on va qui ne permettre. permet rien et qui ne favorise rien. Merci, si on vous a compris. Vianney Kadjon, écoutez attentivement, lorsqu'on écoute Cissé, on a comme l'impression que ce n'est pas seulement un problème de la seule région de Sem-Nord, que tout le septentrion est à reconstruire. Vous savez, Serge, des fois, lorsqu'on évoque le septentrion, il y a un pincement au cœur. Parce qu'il y a, comme le companéliste le disait, Cissé Bamanga. Cissé Bamanga. Et vraiment, la région, le septentrion, autant pour moi, a tellement aimé le président Biya et lui a donné tout ce qu'il avait. Le soutien. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le président Biya essaie à peu près que voilà, il a un peu un matelas un peu vraiment confortable au niveau du septentrion, parce qu'effectivement, il sait qu'il y a eu une passation de témoins et qui lui garantit à peu près les scores mirobolants qu'il fait de l'autre côté. Maintenant, entre les scores et la réalité sur le terrain, il y a vraiment une différence énorme. Ces populations-là vivent, je vais pas dire le calvaire, mais c'est pas loin. Vous savez, quand on est Camerounais, nous par exemple qui sont dans la région du littoral, plus précisément ici à Douala, on a la chance, par exemple, qu'on peut s'asseoir et puis boire par exemple de l'eau qui sort du robinet, qui est bon, disons-le, pas très potable, mais qui est quand même là.
Mais au moins, nous, on a cette chance-là. On a la chance, par exemple, de ne pas faire des kilomètres, par exemple, pour aller trouver de l'eau quelque part. On a la chance, parfois, en fait, d'être à l'abri de certains besoins. Je dis, on a la chance parce que là, maintenant, là, nous n'avons pas la panacée non plus. Mais nous avons quelque chose quand même que les autres n'ont pas. Alors, quand on voit la réaction de Cissé, pour moi, est tout à fait normale. Parce que comme le grand frère Didier faisait référence à une certaine étude qui s'est soldée par une moyenne d'âge des architectes qui était de 65 ans. Déjà, il faut poser la question, quel a été le canal d'information? Parce que justement, les jeunes, par exemple, en fait, le problème qu'on a dans ce pays ici, c'est l'information. Ça va de main en main. Généralement, on publie une information là où on sait que non, il y a une catégorie de personnes qui va voir et il y a l'autre catégorie qui ne va pas voir. C'est normal qu'à la fin, par exemple, ceux qui sont, je ne vais pas dire affiliés au système, mais ceux qui sont quand même des amis du système quelque part, se retrouvent quand même dans le créneau. Et puis maintenant que la moyenne d'âge, parce que les amis du système sont quand même assez âgés, disons-le, n'ayons pas peur des mots, ils sont assez âgés. Ce sont vous savez, moi par exemple qui suis là, il y a ce sont à peu près mes amis de l'école, à peu près mes camarades qui sont quasiment dans la même tranche d'âge que moi, qui sont avec moi. Donc forcément, si je mène par exemple une étude, par exemple dans mon domaine, et que ces gens-là participent, vous verrez que la tranche d'âge n'est pas tellement loin de moi. C'est normal donc que monsieur, au sorti de cette étude-là, qui est donc une tranche d'âge qui se rapproche sensiblement à celle du président de la République. Donc, monsieur Cissé, effectivement, je trouve sa réaction, même pas vraiment, elle est loin d'être disproportionnée. Elle traduit simplement le courroux. Le courroux vraiment qui est celui de la population du septentrion, parce qu'elle estime effectivement, et à juste titre, elle estime avoir été lésée, à juste titre. Parce que cette population-là aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va dans tout. Imaginez-vous par exemple pour quitter d'un point A à un point B là-bas, je ne vais pas citer les points, moi j'ai un collègue. Je vous pose à vous également, comment comprendre dans ces scores-là lors des consultations électorales, comment comprendre ces scores? Vous dites que les populations sont lésées. Oui. Comment comprendre ça? Vous savez déjà, les scores certes sont élevés, mais par contre, ce qu'on ne dit pas derrière, c'est surtout les inscriptions sur les listes électorales, par exemple. Parce que quand vous prenez le ratio entre... Merci. Je reviens. D'accord. Voilà, parce qu'il est l'heure. Bonsoir, Julien Berthe Bissaï. Elle est déjà là. Trois éléments au menu ce soir, Julien Berthe Bissaï. Bonsoir, Serge Alain. L'insécurité gagne du terrain dans la région de l'Ouest Cameroun. De nombreux cas de meurtre cristallisent les attentions dans le département de la Menoie au point d'en susciter une frayeur chez les populations. Le récent cas de meurtre est celui d'un étudiant de l'université de Tchang, âgé seulement de 23 ans. Plusieurs familles passeront la nuit à la Belle Étoile au quartier Msamendongo à Yaoundé. Elles ont vu leurs habitations et commerces être détruites par des engins de la ville. Par les engins de la mairie de la ville, ces victimes crient à l'injustice. Vous les écouterez dans le 20h. Et puis à l'étranger, un comité d'experts propose une transition de 2 ans dirigée par un Premier ministre et un gouvernement de 25 membres pour sortir le pays de la crise dans laquelle, ou l'impasse dans laquelle elle est, ou l'impasse qu'elle traverse depuis plusieurs mois. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, ce sont donc les éléments qui vont être développés dans un instant par le 20h. Dans le 20h de Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après le 20h, justement, pour Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de Cissé, Vianney, Didier et Patrick Rifoué. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Cissé Bamanga, Vianney Keljon, Dr Patrick Rifoué et Didier Yimkwa. Didier Yimkwa, vous avez suivi cet élément qui nous vient de Yaoundé, des déguerpissements à tête chercheuse. Comment comprendre ça? Qu'il y ait des habitations avec des croix de Saint-André qui sont
esquivés comme ça par les engins de la mairie de la ville de Yaoundé et des habitations situées à plus de 30 mètres de la route de l'axe qui sont Oui, moi je peux ici, pour expliquer ce phénomène, convoquer le fait que on ait précipité cette opération. Tout simplement parce que, je ne cesserai jamais de le dire, nos élus locaux n'intègrent pas dans le programme de développement communal le paramètre changement climatique. Parce que lorsqu'on est dans le changement climatique, à l'entame de cette émission, je parlais de comment on peut réaliser le développement durable dans une agglomération urbaine ou dans une agglomération rurale. Parce que dans le principe de participation, vous avez deux méthodes d'action. Vous avez le bottom-up, c'est-à-dire toutes les décisions doivent venir de la base pour le haut. Vous avez le top-down. Or là, on est dans le top-down. C'est-à-dire, il y a une situation, il faut réduire la vulnérabilité des populations peut-être aux inondations. On dit qu'il faut casser, les gens se lèvent un matin. Ils ne cherchent même pas à dessiner la cartographie des zones à risque et discuter avec les populations. Parce qu'il faut être clair, le Cameroun a connu quand même un certain nombre de crises, on parle des logiques externes, des programmes d'ajustement structurel, qui n'ont pas permis au gouvernement camerounais de penser à un programme de logements sociaux assez efficace, assez audacieux. C'est vrai qu'on ne peut pas faire fi aux logiques internes telles que la corruption et consorts. Ce qui fait que beaucoup de gens pensent que le programme de développement de l'urbanisme est presque une même pensée. Vous comprenez? C'est-à-dire on a abandonné les populations comme ça. S'il faut casser, c'est vrai, il faut casser parce que même en France, Paris aujourd'hui qui est la ville, il faut faire un peu du benchmarking, Paris aujourd'hui qui est la ville la plus visitée au monde a été pensée. Et puis il y a eu quelqu'un qui s'est levé un matin, a dit au préfet, au baron de Haussmann, que bon voilà, je voudrais que dans 100 ans, Paris soit la ville la plus visitée au monde. Et en quelques mois, il a cassé 600 000 maisons. Pourquoi on est aujourd'hui Paris? Donc, mais il faut savoir que il faut casser, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que le Cameroun a ratifié la charte africaine des droits de l'homme et de culture, des droits des peuples et de culture, ce qui nous impose que lorsque vous cassez, vous devez recaser ces populations. Je suis tout à fait d'accord que, comme disait le sociologue Max Weber, c'est l'État qui a la légitime violence pendant que ces populations s'installaient dans les zones à risque, les bas-fonds, les flancs de collines. Où était l'État? Est-ce que je dois dire comme Jean-Marc est là, que l'État est entré dans le maquis? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, s'il faut choisir, là encore, il y a problème. Vous exposez, là, il y a problème. Parce que il faut discuter avec la population. C'est ça le principe de bottom-up. Vous discutez avec la population, vous vous entendez sur un nombre de choses avant de passer à l'acte. Même ici à Douala, ça se voit. Moi, je ne voudrais pas revenir sur la situation de Missoké. Oui, on revient. Je ne reviens pas là-bas. Pour dire que vous avez des maisons. Oui, on revient. Vous comprenez. On va justement revenir sur donc, la moi, situation de Missoké. Oui. Il faut déjà s'entendre avec ces populations, ces sinistrés-là. Ces populations ne doivent pas être frappées doublement. Parce que nous sommes dans ce que le professeur Fabien Boussi-Boulaga parlait du courtémérisme. Ou bien Ateba Yéné, le management de l'opacité. Voilà, si c'est Babanga sur cette situation de ce qui nous vient de Yaoundé, des croix de Saint-André, lorsqu'on met des croix de Saint-André, forcément, ça conduit à la destruction, un déguerpissement. Oui, ça construit... Didier dit qu'on doit forcément discuter avec les populations, leur faire comprendre un certain nombre d'éléments, de choses. Non, mais au-delà de cela, moi je pense qu'une fois de plus, ces jalons autour, l'État a failli dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, les logements sociaux, c'est compliqué de les avoir, vous n'avez même pas les informations. On voit qu'on est en train de construire aujourd'hui du côté de Banga Bakoko, du côté de Lundi, du côté de Bonapriso, si vous prenez, je ne sais même pas si c'est... Non, mais
il faut dire la vérité aux Camerounais. Les gens se démerdent comme ils peuvent pour vivre, pour avoir des petits endroits. Au-delà de s'installer sur les zones à risque. Mais oui, parce que l'État ne propose rien aux populations, M. Serge Alain Autou. Et je peux aussi ajouter cela, comme quoi vous avez des maires, vous avez des administrateurs civils, pas tous, mais vous avez quelques personnes comme ça qui proposent même les terrains. Aujourd'hui, allez du côté de Douala 2e, excusez-moi de vous ramener par là, il y a un quartier qu'on appelle Boîte de Singe. Il y a un administrateur civil de la ville de ce côté-là qui a carrément dit qu'il y a un quartier là-bas qu'on appelle quartier présidentiel. C'est presque lui-même qui vend le terrain là-bas. Aujourd'hui, il va être affecté à Figuil dans 5 ans. Vous allez acheter le terrain. Dans 10 ans, on va venir vous casser là-bas. Vous allez vous plaindre à qui? Non. Je pourrais juste profiter de votre antenne pour dire que la situation elle est critique. Ceux qui nous gouvernent, ils n'ont pensé rien. Ils n'ont rien, ils ne pensent pas comment gouverner. Vous savez que gouverner, c'est prévoir aussi. On n'a rien prévu dans ce pays, même quand on copie très mal. Nous n'avons que les yeux pour pleurer. Moi-même qui habite aujourd'hui du côté de Nubel, vous savez qu'à Nubel, il n'y a aucune maison qui a un titre foncier. Il se dit qu'il y a des Bonadouma qui disent qu'un jour ils vont venir prendre cette zone-là, machin. Ils vont vous raser. Peut-être je serai déjà vieux, j'aurai mes 5 enfants, j'aurai plus de force, je vais aussi pleurer, on va me monter à Equinox. Mais non, je pense que la faute... Non, c'est pas drôle, c'est vrai. Nos gouvernants n'anticipent pas, ils ne font rien, ces alentours. Pourquoi laisser des personnes venir s'installer 40 ans, 50 ans, après vous venez les casser? Et puis vous ne proposez rien. Allez même dans les nouveaux quartiers, vous verrez que même là-bas, on ne pense pas à M. Serge Alain Autou. Non, ils ont échoué dans leur politique globalement. Nous n'avons que les yeux pour pleurer. Tout ce qu'il faut faire maintenant, souhaitons que la nouvelle génération politique dont j'appartienne, du chef de l'État, il va partir, on va revenir, on va reconstruire ce pays ensemble. Vous avez un projet? On a un gros projet, M. Didier. Mais malheureusement, vous êtes vieux, on ne peut pas vous lier à ce projet. Ok. Vianney, sur cette situation... on casse, on ne propose rien. Serge, là c'est l'éternel problème. Pour caser les non, c'est l'éternel problème au Cameroun, c'est que on agit avant de penser. Alors, on inverse, Est-ce qu'on pense après avoir demandé à la population de partir? Franchement, c'est tellement délicat parce que on se dit, mais attendez, où est-ce qu'on est? Vous ne pouvez pas arriver déjà mettre les croix de Saint-André comme on a fait mention, comme on a vu dans l'élément du reportage. Et bien entendu, vous arrivez, vous ne sensibilisez pas du tout. Donc ils arrivent, ils mettent des croix. Généralement, ce qu'ils arrivent, c'est qu'ils mettent des croix et puis ils passent. Ils arrivent à mettre des croix et puis ils passent. Qu'est-ce qu'ils font par la suite? Il faut déjà mettre des populations au courant. Déjà, ça, c'est même un problème donc, en aval. En amont, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que là, maintenant, la question revient. Où est l'État? Où était l'État? Parce que les populations ne se sont pas installées là de manière inopinée. Non, elles sont... C'est de manière progressive. On a vu Makepe Misoke, une personne arriver, une autre personne, et ainsi de suite. La dernière fois, moi par exemple, j'ai fait juste, je me suis amusé juste à aller par exemple voir une maman qui était sinistrée avec mon camarade de parti Hubert, voilà. On est arrivé, on leur a demandé mais pourquoi est-ce que vous restez dans les zones marécageuses, sachant qu'elle dit non, mon fils, nous on nous a vendu ce terrain-ci, on a un titre foncier, le voilà. Mais vous imaginez, vous avez un titre foncier à Makepe Misoke. Je pense pas que ça existe, ça. Je pense pas que ça existe. Mais par contre, la maman croit dur comme fer qu'elle a un titre foncier et elle a le droit de s'installer là. Alors là, faire déguerpir, c'est un problème. Pourquoi ne pas anticiper en amont? Pour commencer, parce que ça vient une personne, 2 personnes et 3 personnes, ainsi de suite. Voilà pourquoi aujourd'hui on arrive à cette situation. Là maintenant, le problème c'est une gangrène qu'on peut vraiment généraliser à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Vraiment, c'est ça, l'État. Vraiment, c'est une quelqu'un parlait donc il parlait de gouvernement par embuscade. Je ne sais pas si le terme il est exact, mais ça veut dire quelque part, voilà. On se lève un beau matin, c'est comme si en fait on se réveille et attendez, tiens, il y a les gens qui sont là. Ça, c'est tout un problème parce que maintenant on casse. Ok, quand on casse, ces gens qui sont là, on les reloge comment? C'est ça. Il y a justement là par exemple on peut interroger par exemple pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là maintenant, là ça va encore rester, c'est toute une autre étude. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils ont fait? On connaît tous le problème de l'exode rural qui arrive, effectivement, l'État qui arrive, l'État qui n'arrive pas à développer par exemple les périphéries. Vous voyez Douala par exemple suffoque.
Aujourd'hui, là où nous sommes, là, vous arrivez par exemple dans une petite pièce, dans quelque chose comme 10 mètres carrés, vous avez par exemple 20 personnes là-dedans. Et là maintenant, ils vous disent, ils cherchent, regardez juste par exemple les embouteillages le matin, vous voyez à peu près la masse qu'il y a. Ça suffoque. Normalement, il faut loger ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, il faut, dans les périphéries, commencer, par exemple, à essayer donc de créer un certain nombre, de créer des conditions pour que les populations aient envie de quitter le centre urbain, d'aller vers les périphéries, pour maintenant donc s'installer de manière confortable, parce qu'il y a des terres, donc dans les périphéries qu'on peut bel et bien exploiter. Mais le problème, c'est qu'on a concentré un développement encore que le développement, c'est juste un terme, parce que là maintenant, il faudrait bien qu'on sache maintenant définir qu'est-ce qu'on met dans ce terme de développement. Donc c'est tout ce problème-là qui font que là maintenant, moi, aujourd'hui, je pense que là maintenant, on peut s'indigner, on peut se mettre à pleurer, comme disait Cissé, c'est que nous tous nous sommes dans la même situation. Peut-être que moi également, dans mes vieux jours, je vais me retrouver encore à Equinox avec une pancarte, mais pourquoi vous m'avez cassé? Pourtant c'est là, pourtant l'État a été là. Et vous allez aujourd'hui, par exemple, on vous dit non, si vous voulez vous construire, allez à la Maïture, allez chercher, mais je ne sais pas si vous êtes allé par exemple à Maïtu chercher même le plan d'urbanisation de cette ville-ci. C'est compliqué. Vous l'avez vu? Je crois que presque personne ici ne l'a vu. Pourtant, il y a des canaux aujourd'hui de diffusion de l'information. Ouais. Si c'est parlait par exemple d'une plateforme, j'ai entendu quelqu'un dire qu'en fait ce sont des plateformes parce que nos jeunes pensent que nous sommes un peu trop, nous pensons un peu, nous faisons un peu des choses en l'air. Imaginez, vous mettez en fait un endroit là où tout le monde peut venir par exemple consulter le plan d'urbanisation de la ville, savoir qu'effectivement là il faut pas le suivi. Il y a les outils aujourd'hui qui permettent en fait de suivre par exemple que si une personne s'est installée. Aujourd'hui il y a ces moyens là, ça devient, j'ai vu un jeune dernièrement d'ailleurs que j'ai côtoyé, William Elon par exemple, qui a fait un programme en fait sur les drones pour suivre. D'ailleurs, William Elon, que je salue, il a fait un programme, par exemple, pour les drones, ça c'est pour l'agriculture, mais on peut adapter ces drones-là, par exemple, pour suivre pour une personne, par exemple, qui s'installe dans une zone en fait à risque, pour que ça signale, par exemple. L'État peut le faire. C'est pas sorcier. Alors là, maintenant, on peut prévenir donc maintenant des personnes qui s'installent de manière voilà. Donc, voilà. Docteur Rifoué, est-ce que vous comprenez ce procès qui est tout le temps fait à l'État? L'État laisse les populations s'installer dans les zones à risque, dizaine d'années, vingtaine d'années, quarantaine, puis un jour comme ça, on débarque, on dit, bon voilà, on ne devait plus être là, et sans trouver un endroit pour les recaser. Bon, je crois que certaines accusations qu'on fait à l'État relèvent tout simplement de la schizophrénie. Parce que on vous dit, le jour où l'État vient déguerpir, pourquoi est-ce que l'État a attendu que les gens s'installent? À laisser d'abord que les gens s'installent. Oui, à laisser les gens s'installer. Donc, si l'État a laissé que les gens s'installent, il faut qu'il continue à laisser que ces gens restent dans les zones. Dans le même temps, lorsqu'il y a des situations de crise, comme lorsque nous avons eu les inondations ici, on fait injonction à l'État d'agir. Mais il faut agir comment? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la première chose. Donc je dis, ce procès-là, c'est un procès à la limite schizophrénique pour moi. Non, maintenant, docteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en matière de gestion d'inondation, Didier, permettez, il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Oui, vous allez oui. Ce n'était que le premier élément, Didier. Plus fondamentalement, qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à des situations où on a plusieurs familles qui s'installent dans les zones inondables? Quand on parle de l'État, j'ai l'impression que pour beaucoup de Camerounais, c'est une entité abstraite. Mais l'État, c'est vous, c'est moi. Très souvent, les agents municipaux sont parfaitement au courant de ce qu'il y a des gens qui s'installent là. Et ils viennent, et il y a un accord, il y a une transaction qui va être une transaction informelle entre les familles qui sont installées et ces agents municipaux. Mais et je suis désolé, je n'ai pas terminé. Si cela est su, pourquoi l'État laisse faire? Je n'ai pas terminé. Et lorsque vous êtes le maire de la ville, vous n'avez pas les yeux entre Maquette, Koto Village et Lundi. Parce que vos yeux là-bas, ce sont les agents municipaux qui viennent vous dire qu'il n'y a personne là-bas alors qu'ils ont fait une transaction et qu'ils ont laissé les gens continuer à s'installer.
Donc le jour où vous, le maire de la ville, vous êtes informé de ce qu'il y a des gens là-bas, il y a 50, il y a 100 familles qui sont désormais installées. Mais ça, c'est la corruption et ça concerne tous les Camerounais. Ça ne concerne pas seulement les agents de l'État. Parce que la transaction qu'il y a entre les agents municipaux et les chefs de famille qui s'installent là-bas, c'est la transaction entre un agent municipal et un citoyen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque l'on parle de déguerpissement, dans le cas du déguerpissement, l'État n'est pas obligé, si on s'en tient à un des décrets de 1974, de vous indemniser. Parce que lorsque vous êtes déguerpi, ça signifie que vous avez violé les règles en matière d'urbanisme. Et à partir de ce moment... On parle de recasement. Non. Quand il s'agit de déguerpissement, il n'y a aucune injonction que l'État vous recase. Maintenant, l'État le fait souvent parce qu'il est un bon père de famille et que lorsque vous avez cassé des familles avec des enfants, ainsi de suite, vous vous dites, il faut songer à la situation de ces enfants-là. Et troisième chose, ce que moi je note de manière... C'est même fait. Vous avez souvenance? Dans certains cas, il y a un accompagnement. Il y a justement un projet à Makepe Misoke qui est porté par la ville de Douala où il y a, je pense, plus de 1000 familles qui doivent être recasées dans ce projet qui est financé par l'AFD. Donc, dans certains cas, lorsque les projets sont bien montés, effectivement, il y a un accompagnement à la réinsertion socio-économique qui passe souvent par le recasement. Troisième chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, souvent les populations qui disent on ne nous a pas informés, on n'a pas cassé mon voisin, pourtant on m'a cassé. Dans certains cas, ces populations sont souvent de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'elles ont été parfaitement informées du projet, mais le jour où on vient casser, elles vont vous dire que non, c'est hier que moi j'ai été informé de ce que les casses allaient commencer aujourd'hui. Quand bien même, elles sont informées 6 mois à l'avance. Donc, c'est une situation, effectivement, c'est une situation complexe parce qu'il y a de la vie humaine derrière. Il y a de la détresse humaine. Il y a des gens qui se retrouvent, et on l'a vu ici, dans la rue, qui vont peut-être aller squatter chez un cousin, qui vont peut-être dormir à la Belle Étoile. Donc, c'est quelque chose qui nous dérange tous profondément en tant qu'humains parce que parfois, on a des cousins, on a des frères, on a des amis qui sont passés par ces situations-là. Et donc, vous ne pouvez pas être insensible à cette douleur-là. Mais je dis, il faut que nous acceptions que dans certaines situations, l'État est dans l'obligation de casser parce que l'impact de la continuation de la tolérance qui a permis que les gens continuent à s'installer dans ces zones-là serait plus coûteux que le déguerpissement qui est douloureux. C'est ça la situation. Est-ce qu'il faut accepter que les gens continuent à rester à Logbe sous la mairie de la ville à casser récemment avec les risques de glissement de terrain qu'il y a et qu'on ait un gouache d'eux en plein Douala? Mais si ça arrive, vous serez les premiers, vous les médias, à descendre en flamme le gouvernement et la mairie de la ville pour son irresponsabilité. Donc, c'est douloureux, ce sont des situations douloureuses, mais dans certains cas, il faut accepter qu'on déguerpisse ces populations parce que les risques sont très importants. Didier, vous voulez réagir? Oui, tout à l'heure, moi, je partage en partie le déploiement éclectique du docteur Rifoué, mais je dis, dans les phénomènes, tout à l'heure, nous parlions des politiques urbaines nationales. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il faut s'attaquer beaucoup plus aux causes et non aux conséquences. Et pour le cas de la ville de Douala, par exemple, il y a des causes contemporaines, mais il y a aussi des causes historiques. Vous pouvez vérifier. Serge Alain Autou, pourquoi lorsqu'il pleut des trombes, il n'y a pas d'inondation dans les Kansiks, alors que nous sommes dans la même ville? Pourquoi? Parce que le système de drainage des eaux est efficace. C'est très simple. Il ne faut pas être diplômé de l'école de Massachusetts Technology pour comprendre cela. Le véritable problème, c'est quoi pour la ville de Douala? C'est que les colons, les administrateurs coloniaux qui sont arrivés dans la ville de Douala, ils ont aménagé peut-être le plateau Jos pour des raisons commerciales, je ne sais pas quoi, politiques. Ils sont partis, et à quoi? Une partie de Bali sont partis, ont laissé la ville. Il y a souvent l'eau qui monte. Au Cameroun, bien sûr, avec le taux de croissance démographique. Oui. Ont laissé la ville aux Camerounais, aux nationaux. Mais ils n'ont rien fait de tout cela. Vous voulez que je vous donne des indicateurs? 75% des maisons à Douala n'ont pas de titre foncier.
Le taux d'occupation anarchique de sol à Douala, c'est 70%. À Douala, vous avez 19,20% de la population qui ont accès à de l'eau potable. Vous avez à peu près 81% de ce qu'on appelle forages, qui sont en fait des puits dont les eaux captées viennent du sable pollué, ont de l'eau dont vous ne pouvez pas juger de la potabilité. Alors que Douala produit en moyenne 3090 milliards de francs CFA comme PIB par an, avec un taux de croissance de 5%, taux de croissance démographique de 5% par an, le plus élevé au Cameroun. Donc vous avez à peu près 10 000 personnes qui s'installent dans la ville de Douala. Lorsque vous avez un tableau comme celui-là, lorsque vous êtes un décideur, et qu'un ville qui produit 3090 milliards, qui n'a pas en retour, qui n'a pas 5% en retour, alors que les normes standards exigent 10%, Kigali qui est moins que Douala, à 400 milliards, pour répondre aux besoins des problèmes d'urbanité. Vous comprenez? C'est vrai que je ne voudrais pas ici absoudre la gouvernance des différents maires et consorts qui eux-mêmes aussi ont brillé souvent par la paresse. Je voudrais pas. Mais est-ce qu'ils ont-ils vraiment les moyens? Est-ce que ce n'est pas Yaoundé qui est en train de tordre le cou de la ville de Douala? Voilà des indicateurs. Mais il y a un autre phénomène dont on ne parle pas assez. L'étalement de l'environnement urbain. Avec comme corollaire la prolifération des déchets sauvages, des déchets ménagers solides. Nous avons 2500 tonnes de déchets ménagers solides dans la ville de Douala. Je vous fais grâce des déchets plastiques. Isakam peut-être enlève 1500 tonnes. Vous avez 1000 tonnes qui sont abandonnées dans la nature. Vous avez 500 qui sont incinérés. Avec tout ce qui a comme fumée, la dioxine et furane qui sont cancérigènes. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des enfants qui à 10 ans développent les cancers. On accuse ces jalons autour alors que c'est la pollution. Mais voilà la ville. Et je peux vous donner des situations comme ça. Je connais un jeune étudiant qui a même travaillé sur les problèmes de géoréférencé des bacs. Je peux vous donner des quartiers ici au Cameroun, à Douala, pardon, qui n'ont pas de bac à ordures. Mais vous avez aussi des quartiers où à 100 mètres, vous avez 2 bacs à ordures. Parce qu'il y a un agent de la communauté urbaine, la mairie de la ville, ou bien c'est quoi. On met un bac là, pas loin de chez lui, après on met un autre de l'autre côté. Pourtant, vous avez vers Yassa, tout un quartier comme ça, sans bac. Mais c'est un réel problème. Monsieur le docteur Ifoué, vous ne pouvez pas, moi, quand vous dites que je suis l'État, je ne suis pas l'État, mon frère. L'État, c'est les institutions. Je suis un individu, je n'ai pas de pouvoir. Non, Didier, l'État... Je ne suis pas l'État, c'est les maires, c'est les commissaires, c'est les gens. Je ne suis qu'un citoyen, au sens Platon de l'État, au sens de Montesquieu, que vous connaissez mieux que moi. L'État, ce n'est pas moi. Si vous me mettez là, on rentre dans la responsabilité collective. Ça dilue la responsabilité des autres, de ceux qui ont le pouvoir d'agir. Vous comprenez? C'est ça le véritable problème. Dire qu'on a échoué, c'est un euphémisme. Parce que le problème est là. Aujourd'hui, si vous faites une analyse comparative avec 2 villes de même niveau d'économie, Abidjan et Douala, regardez l'occupation en hauteur. Abidjan est mieux que la ville de Douala. Est-ce que vous trouvez actuellement, docteur Ifou, quand on construit le R+1 à Bonapiso, à quoi? Là où le mètre carré location coûte 100 000. Mais ça relève de la vacuité axiologique qu'on pense aujourd'hui, alors que la vie s'étale. Et c'est un réel problème. Partout, il y a Tika et consorts, je ne sais pas. Vous allez là-bas, vous trouvez des résidences de rêve, mais sans un système de drainage des eaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé à l'entame de cette émission de ce qui est en train de se passer dans la cuvette de Besseke. Mais demain, vous allez voir des gens qui viendront ici sur le plateau de ça, l'autre dit que non, il y a les inondations aux États-Unis. Pourtant, nous sommes en train de dire là, actuellement qu'on a touché, on est en train de toucher les pentes là-bas, on construit des hôtels, je ne sais pas quoi, mais on ne pense pas au système de drainage des eaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ces chantiers. En 2050, il faut corriger, monsieur. Comment mais il faut corriger. Vous appuyez. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut corriger. C'est une émission tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai même décidé de sortir des critiques puériles. Il faut proposer. Voilà un point là-bas. Oui. On a enterré le Besseke. Nous ne pouvons pas demander qu'on déterre Besseke parce que le phénomène de la poste centrale
Le syndrome de la peau centrale. Yaoundé, il faut parler Yaoundé. Oui, parce que ceux qui ont enterré le Foundi à ceux Yaoundé. qui ont enterré le Foundi, chaque fois qu'ils vont en France, ils se filment devant la Seine. Alors la Seine est un cours d'eau artificiel. Oui, ils se filment là, ils se filment. Mais ils viennent à Yaoundé enterrer Le Foundi. Ça, c'est le paradoxe du nègre. Donc, ce qui va se passer dans la cuvette de BCK, peut-être il ne faut pas, je ne demanderai pas... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le Foundi? Foundi? Est-ce qu'on peut déterrer le Foundi comme on l'a enterré? Qu'est-ce qu'on fait pour Yaoundé? 6 mois. Oui, Je vous êtes même la ville de Je Yaoundé. casse. Je Vous cassez déterre. tout? Oui, parce que c'est une chance. On fait ressortir le Foundi. C'est une chance d'avoir une ville qui est divisée par un cours d'eau. C'est une chance, monsieur. Donc, c'est l'identité. Comme ici, là, dans la ville de Douala. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas demander aujourd'hui qu'on libère tous les... Parce qu'on a 8 bassins versants. Bobongo, Beseke, Mbanya. Oui. Quand vous prenez, par exemple, Mbopi. Le Mbopi est enterré, le Beseke est enterré, le Vouri lui-même réduit, ensablement, envasement, dans son brin fluvial. Il y a la chassin sur c'est tout un capharnaüm terrible. En 2050, nous serons 9 millions d'habitants. Ça, c'est le chiffre officiel. Dans Douala. Quand vous prenez Douala et Lagos, vous étiez peut-être à Lagos, C'est des mondes vous voyez différents. ce qu'il y a, ce qu'il y a comme route là-bas. On a repassé Est-ce que cette nous route. sommes en 2020? Est-ce que d'ici 2035, on aura des routes comme on a à Lagos? Moi, je ne vais pas à Manhattan aux États-Unis. Hein. Je prends à côté de moi. Vous comprenez? Donc, il faut aller à Lagos voir comment une ville, la dynamique d'une ville de 10 millions d'habitants. En 2000, d'ici 15 ans, on sera, nous sommes 2020, d'ici 2030, 2050, nous serons, 2035. Parce qu'on a pris ça au niveau du DSE. L'émergence 2035. Oui, c'est au niveau du DSE. En 2035, comme ce sera référentiel. comment? Nous serons 9 millions d'habitants à Douala. Émergence Lorsque vous 2035. regardez la ville de Douala aujourd'hui, est-ce qu'on y pense? C'est émergent, non? Avec ce qu'on voit là, les caniveaux de Douala qui ressemblent aux caniveaux de Banganté, La faute à qui, Didier? qui ne prennent pas en compte la croissance démographique. Horizon 2035. Écoutez, mon jeune frère, vous savez, un allié n'est pas un aliéné. Notre rôle à côté du RDPC, c'est de temps en temps de toucher, qui pense à certaines réformes qui peuvent transformer la vie de l'homme. C'est ça notre rôle à côté du RDPC. Ce que les gens ne m'empêchent pas, ce que je dis là aujourd'hui, je ne vais pas en temps faire comme toi, faire comme vous. Oh, nous soutenons le RDP, Paul Biapa, le RDP. Pourquoi Didier, c'est un allié dans tout ce que j'ai dit? Mais non, mais écoute, je vous en Didier, prie. c'est la seule chose que vous avez retenue. Ce soir, c'est vous tout ce que j'ai m'avez dit. beaucoup manqué du respect, mais je ne réponds pas. Oh, Didier. Oui, je ne réponds pas parce que je vous sais assez intelligent, mais je veux pas, ça ne m'intéresse pas. Pour dire qu'il y a un proverbe qui dit chez nous que Serge Alain Autour, lorsque tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut le toucher pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la scène. Ah, et ça dit que le RDPC... Je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Non, oui. Vous n'avez pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais non, C'est c'est pour ce dire qu'on a que compris. Les gens- je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est pour dire que c'est pour expliquer notre alliance Ok. avec le grand parti qui est le RDPC. On ne veut pas dire que le RDPC, c'est des proverbes du village. Il ne faut pas suivre ça et comprendre ça à des mots. Non, monsieur. Il faut quand même avouer que c'est significatif. Hein, Ben oui. Ça ne veut pas dire que mon allié est un aveugle. Non. Ah. C'est pour lui dire que tu as le pouvoir, tu as les députés, tu as les sénateurs, Il faut tu as les maires. Faites quelque chose pour la population. Ouais, Parce que tout nous, le on temps. ne veut plus les ministres huissiers qui vont attendre le sinistre pour aller constater. Ok. Nous soutenons le RDPC, nous soutenons le FSN soutient le président Bia. Pas qu'il aille donner, pas que ces ministres ou bien aillent donner les couvertures pour enterrer ses compatriotes. Non. C'est pour améliorer leur cadre de vie. Ok. De temps en temps, vous touchez le RDPC. Bien sûr, il est là à côté de Ok, moi. voilà. Justement, Vianney, qu'est-ce qu'il faut donc faire? La ville est là, il faut décongestionner, il faut étendre la ville, il faut créer de nouvelles villes Je pense... avec un plan bien pensé. Oui, bien sûr. Je pense le grand frère du FNSC, pour moi, il a décliné un certain nombre de solutions et auxquelles j'adhère particulièrement. Merci. Et surtout, j'aimerais lui dire que de temps en temps, il faut toucher son aveugle de... Non. Ah, d'accord. Non, Je retire ce que non, j'ai il dit. n'est pas aveugle, non. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Ok. C'est mon ami, il est fort. hein. D'accord, il est fort. Alors, en plus de ce que le grand frère a dit, il faudrait surtout créer des opportunités. Moi, j'insiste là-dessus, des opportunités dans les périphéries. Vous savez, aujourd'hui, on a un slogan qui, pour ma part, commence à sonner creux. La terre ne ment pas.
Mais qu'est-ce qu'on fait de cette terre-là? Vous savez, le Cameroun a des terres arables. Je ne connais pas le nombre de millions de kilomètres qu'il y a, mais les spécialistes certainement savent. 9 millions, je crois. 9 millions, merci beaucoup. Alors, vous savez, si vous allez par exemple à partir de PK30 là-bas, allant vers Edia, là-bas, vous allez voir à peu près qu'il y a des terres à cultiver de ce côté-là. Il y a matière en fait à créer de l'emploi de ce côté. Mais malheureusement, oui, on le dit, oui, la terre ne ment pas. On organise des grands sommets, on tourne tout autour, on s'assoit sur les tracteurs, maintenant par la suite qui pourrissent dans les champs. Et oui, la terre ne ment pas, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Il faut donc créer des conditions tout autour dans des périphéries, en sorte que quelqu'un se sente à l'aise de quitter Douala, d'aller dans une zone périphérique, de savoir par exemple, ok, Douala c'est le centre-ville par exemple, de revenir de temps en temps faire par exemple son marché, puis repartir parce qu'il se sent à l'aise, il a les conditions idoines pour rester de l'autre côté. Donc principalement, en plus des solutions que le grand frère a déclinées, moi je pense qu'il faut franchement donc décongestionner cette ville en créant des conditions tout autour. Alors, le cas de Douala n'est pas un cas isolé, hein. On a en fait Yaoundé avec le Fondi par exemple qui est aussi donc un véritable nid d'abeilles. Voilà, j'emprunte l'expression du docteur qui est un véritable nid d'abeilles. Donc tout ça, il faut créer des politiques tout autour qui permettent en fait aux gens de se sentir concernés, voilà, d'avoir envie de quitter un peu ce centre-ville, parce que croyez-moi, personne n'aime par exemple être quelque part là où il suffoque, là où voilà, il ne se sent pas bien. Tout le monde aime là. Mais maintenant, je vais pas dire le miracle économique parce que personnellement, je crois que ça n'existe pas encore au Cameroun. Mais bien, avec la génération que nous prenons, pour emprunter les termes de Cissé, nous pensons bien entendu que nous pouvons apporter, surtout avec l'ouverture d'esprit que nous avons, surtout avec les grands, en fait, les bons vieux, comme disait quelqu'un, les bons vieux qui nous donnent un peu la possibilité d'étaler un peu ce que nous pensons, voilà, donc, comme le prof par exemple. Si c'est il y a quelques jours, on a assisté à cette montée des eaux dans la capitale économique Douala, Bépanda, certaines zones, Makapé, Misoké, justement. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, hein, le maire de la ville a décidé de casser, on va utiliser l'expression de manière triviale, du côté de Lorbesso, voilà. Oui. Est-ce que c'est la solution pour le moment? C'est la solution? Au plus, nous saluons déjà ce qui est en train d'être fait, parce que vous savez, il y a toute une commission, j'appelle ça comme ça, qui en ce moment, avec le maire de ville, avec des maires, et du côté de la chefferie Bonapriso, j'en ai vu avec le maire de Douala deuxième, ils sont en train de faire des efforts. J'ai même remarqué qu'il y a des personnes, c'est-à-dire une entreprise, qu'on a vraiment, on est allé vers eux, on les a recrutés pour enlever des drains. Ça, c'est déjà à saluer, c'est encourageant. Mais ce n'est pas suffisant, M. Serge Alain Ouattara, parce que tout à l'heure, l'aîné politique et l'aîné dans la vie, déjà que je profiterai une fois de plus pour lui demander pardon, parce que tout à l'heure, il a dit que je lui ai manqué de respect. Publiquement, je te demande pardon, Didier, si je t'ai manqué de respect, parce que je suis un humain dans un débat, on peut monter. Voilà. Bon. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Didier, mais j'ai un peu du mal quand tu ne dis pas exactement la faute à qui. Voilà. Aujourd'hui, la faute, une fois de plus, malheureusement, à ceux qui nous gouvernent. Ils ont échoué une fois de plus à ce niveau. Parce que voyez-vous, je disais tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, Serge Alain Ouattara, allons sur le B.A.-bas de la vie de l'être humain, c'est-à-dire les logements, aller habiter. À 23h ou à minuit, je vous invite, Serge Alain Ouattara, dans une station-service au plus proche de chez vous. Allez voir, vous verrez des Camerounais qui dorment sur la moto comme ça. Excusez-moi. Non, je vous dis, en dehors de cela, je vous invite d'aller dans les maisons comme un petit bandit. Vous verrez des Camerounais, dans une maison, vous verrez 50 personnes qui dorment là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes, on n'a pas pensé qu'il y a des personnes comme... Et là, je rejoins mon frère de l'univers qui dit qu'on doit occuper les jeunes dans les environnements ruraux pour qu'ils ne viennent pas nous envahir en ville. Aujourd'hui, c'est bien de casser, mais qu'est-ce qu'on propose? On casse, on ne propose rien, Serge Alain Ouattara. Est-ce qu'un jeune petit Camerounais peut rêver avoir un logement fixe, monsieur Serge Alain Ouattara? C'est difficile. Nous avons vu des appartements comme quoi qui coûtent 40 millions. Moi qui vous parle là, je suis allé là-bas. On m'a dit que c'était 40 millions.
je suis très vite allé retourner. Aujourd'hui, le salaire d'un Camerounais, aujourd'hui tous les Camerounais survivent, monsieur Serge Alain Autou, y compris moi qui vous parle. Ne voyez pas le beau bobo que j'ai avec la belle chicha, mais non, tous les Camerounais... Tous les Camerounais survivent, monsieur Serge Alain Autou. Voilà pourquoi nous pensons, nous, au PURS, que ce qui va sauver le Camerounais de demain, c'est rééduquer le Camerounais. Voilà pourquoi le PURS a, comme vous savez très bien, comme colonne vertébrale de la politique, l'éducation. Maintenant, pour sortir de là, je ne sais pas, docteur Rifoué, si c'est avec une baguette magique que vous allez tout changer dans ce pays, parce que ce pays, tout est pourri. Excusez-moi du mot. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, le président, son excellence Paul Biya, qui est le président de tous les Camerounais, y compris moi, il n'a plus rien à nous proposer aujourd'hui, c'est Serge Alain Autou. Je profiterai comme ça de dire, comme Didier a parlé tout à l'heure, la jeunesse. C'est très bien de critiquer aussi, mais la jeunesse, nous devons nous lever, nous devons batailler, parce que ce pays nous appartient tous, comme vous étiez en train de dire, monsieur Didier. Vous voyez, Didier, pour chuter Serge Alain Autou, le lac de Maga, j'ai failli oublier, il y a la riziculture et la pisciculture là-bas. Serge Alain Autou, s'il prête à Dieu, si nous avons un peu de temps, je vous inviterai, on va aller là-bas. Vous aurez les larmes pour pleurer. Vous allez voir que les personnes qui ont pensé ce pays, c'est-à-dire des personnes, ils ont pensé ce pays 50 ans en avant. Tout est encore là, mais tout est grippé. Il y a là-bas comment on apprend aux jeunes générations, comment pêcher, comment planter du riz. Ça fonctionnait très bien. On a mis de l'argent pour les barrages et tout là-bas. Aujourd'hui, c'est dans la rue. Il y en a plein comme ça. Plein de projets existent, mais c'est dans des mauvaises mains. Voilà pourquoi je profiterai, Serge Alain Autou, pour chuter. Je demande comme ça à Rifoué, au chef de l'État. Mais si c'est aussi un exemple de réussite, hein, la vallée de la Benoué. Il y en a, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où quand vous mettez... Il faut saluer quand même le ministre Moutager. Monsieur Didier, Monsieur Didier, dans ce pays, quand vous mettez les deux, c'est-à-dire des choses qui ont réussi et des choses qui ne sont pas bien, la balance, vous-même, vous la voyez et vous la connaissez. Moi, je ne vais pas entrer dans des proverbes africains pour un peu faire des nuages. J'étais en train de dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous le prions, c'est-à-dire moi, je le prie, moi, Sissé Bamanga, de penser à la jeunesse, parce qu'on n'a jamais pensé à la jeunesse dans ce pays. Les jeunes ne rêvent plus. Mais vous venez de dire qu'il n'a plus rien à vous prouver. Comment non, il n'a plus rien à nous prouver. Parce que, encore de non, il n'a plus rien à nous prouver, Serge Alain Autou, parce que nous, on ne croit plus en lui, mais il a encore un mandat. Sauf si vous voulez qu'on fasse une insurrection. Et nous, les Républicains, moi, je suis dans le PURS, on ne pense pas comme ça. On est patient. Il a remporté une élection avec le score que vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arranger. Il faut que nous proposons aussi. C'est le moment de voir ce qui est fait, par exemple, à côté, au Tchad, au Gabon, où vous avez des ministres. Voilà mon jeune frère talentueux de l'univers. Voilà le docteur Rifoué et moi aussi. On est nombreux comme ça. Il y a plein de jeunes. Il faut que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, permet à ce qu'on revienne à ce pays au moment où les jeunes rêvent. Les jeunes ne rêvent plus, monsieur Serge Alain Autou. Je vous jure, dans tous les secteurs, les jeunes sont fatigués, ils sont fâchés. Allez voir, monsieur Serge Alain Autou, dans la médiocrité où ce pays est. La majorité des personnes qui entreprennent, ce sont les jeunes. Qui sont les bensukineurs dehors? Ce sont les jeunes. Qui sont les entrepreneurs? Ce sont les jeunes. Mais il faut les accompagner et nous pensons que nous pouvons aider le chef de l'État à redresser la pente pour qu'il sorte en grand frère, en grand avec des médailles dans ce pays. Docteur Rifoué, on va terminer par ça. Est-ce que ce programme spécial de reconstruction de l'Extrême Nord, la région de l'Extrême Nord, opportun pour permettre à l'Extrême Nord de monter un peu, pour retrouver les autres? Oui. Avant de répondre à votre question, une petite précision pour Cissé. Le PULSI dont j'ai parlé précédemment, justement, l'une des composantes majeures portait sur le renforcement du barrage de Maga, qui fait 30 km et qui effectivement rend possible la riziculture. Donc quand il parle d'abandon, cela n'est pas exact parce que le PULSI est encore en œuvre. C'est un projet qui est mis en œuvre depuis 2015 et qui va arriver bientôt à son terme. Donc il n'y a pas d'abandon, je ne sais pas, il se projette peut-être il y a 10 ans en arrière quand on n'avait rien fait de ce côté-là, mais aujourd'hui, je dis, l'État n'a pas attendu pour agir dans cette zone-là puisque c'est une zone rizicole au sein de laquelle se trouve la sèmerie. Pour ce qui est de votre question, effectivement,
c'est un plan qui est attendu. Maintenant, il va falloir que les autorités, le gouvernement le mettent rapidement en œuvre, parce que quand on parle de situations d'urgence, ce sont des situations qui ne peuvent pas attendre. Nous avons tous indiqué ici quels sont les enjeux de ce plan, donc il est inutile de revenir là-dessus. Ce qu'on espère, c'est que les différents objectifs de ce plan et ses différentes composantes permettront d'adresser les défis que les uns et les autres ont relevés ici en matière d'accès aux infrastructures de base, en matière d'éducation, en matière de revitalisation socio-économique, parce qu'effectivement, ce sont des zones qui sont très affectées et il y a une décrue du PIB, ce qui a conduit le président de la République à inscrire l'extrême nord dans le cadre des zones économiquement sinistrées. C'était le 2 septembre, un décret du Premier ministre. Effectivement. De 3 régions du Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Les zones économiquement sinistrées. 2 septembre 2019. Donc, effectivement, ce plan-là, il est possible. On a eu le Pulsi qui a mis 5 ans, qui était un projet accompagné par la Banque mondiale. C'était un projet de 56 milliards. Là, on a un projet de 12 milliards qui est accompagné par le PNUD. Probablement d'autres organismes accompagneront ce projet. Il ne serait même pas étrange que ce projet soit étendu au-delà de la première phase, parce que il ne vous a pas échappé que, par exemple, pour le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, on dit bien que les 90 milliards, c'est pour la première phase. Donc, il est possible que dans le cadre de l'extrême nord, les 12 milliards, ce soit pour la phase 1 et que, à l'issue de cette première phase, que le projet soit étendu, parce que nous avons 9 ans de terrorisme ayant sévi là-bas. Nous avons des inondations qui sévissent depuis près de 11 ans. Les dégâts sont importants et je pense que la reconstruction pourrait prendre un peu plus de temps que ce qui est initialement prévu. Merci, Dr Rifoué. Merci à vous, Didier Imkoa. Merci, Serge. Merci. Merci, Vianney. C'est moi qui vous remercie. Merci, Sissé Bamanga. Oui, merci, Serge Alain Otto. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, la dernière de la semaine. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir, Mora. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'Afrique centrale envisage une révision de la coopération monétaire avec la France. Lors d'un sommet extraordinaire de la CEMAC tenu en fin novembre 2019, des chefs d'État ont demandé à la Banque des États d'Afrique centrale et la commission de la CEMAC d'engager une réflexion approfondie en vue de leur faire des propositions concrètes sur cette épineuse problématique. L'ambition de la CEMAC